Et bonsoir. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'avoir une conférence sur les reliures de Sonia Delaunay. La Bibliothèque nationale a une très belle collection de l'artiste, donc léguée, pardon, à la bibliothèque en 1977. Et à l'ouverture du musée, nous avions présenté toute une série de dessins conservés au département des Estampes et la prose du transsibérien, mais nous n'avons pas encore montré ces reliures. Donc c'est ici l'occasion de les voir, peut-être demain, ou demain, ça veut dire dans quelques temps, elles seront présentées au musée, mais là, on a la chance de pouvoir les voir en détail, de près, et à travers cette conférence, donc par Marie Mincieux Chamonard et Bérénice Stoll, toutes les deux conservatrices à la réserve et chargées des collections de livres rares du XXe et du XXIe siècle. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Le travail de Sonia Delaunay autour des reliures est assez peu connu. À notre connaissance, il n'existe actuellement que 3 études sur ces reliures, celle de Michel Hougue en 1967 pour l'exposition de Sonia Delaunay au Musée d'Art moderne de Paris, celle d'Antoine Coron en 2003 à l'occasion de l'exposition de la donation de Sonia et Charles Delaunay au Centre Pompidou, et celle de Marion Drevon dans le cadre d'un mémoire de Master 1 en 2013-2014. La recherche sur leur genèse, leur exécution et leur enjeu s'appuie sur des sources rares, divergentes et peu disertes sur ce sujet. Essentiellement la correspondance reçue par Sonia et Robert Delaunay conservée au département des manuscrits de la BNF, un ensemble de photographies documentaires au département des estampes et de la photographie, et quelques dossiers des fonds Robert et Sonia Delaunay et Jacques Damas à la bibliothèque Kandinsky. À ces archives, on peut ajouter de rares témoignages de Sonia Delaunay elle-même, notamment le texte autobiographique qu'elle a rédigé pour son exposition personnelle au Musée d'Art moderne en 1967-68 et ses mémoires rédigés en collaboration avec Jacques Damas et Patrick Reynaud, Nous irons jusqu'au soleil, paru en 1978, un an avant sa mort. Réalisé sur une courte période, essentiellement autour des années 1913-1914, ces reliures ont un statut particulier, puisqu'elles n'ont pas été réalisées pour être vendues, elles ont été réalisées pour l'usage personnel de Sonia Delaunay ou de son proche entourage. Apparues comme une fulgurance, elles ont presque tout aussitôt disparu des recherches de l'artiste, qui n'a pas continué après-guerre, à quelques exceptions près, à relier sa riche bibliothèque personnelle, dont la plus grande partie, environ 400 titres, a été donnée à la Bibliothèque nationale en 1977. Après une étude esthétique et technique des premières reliures de Sonia Delaunay, nous essaierons de les mettre en perspective dans son époque et dans son travail artistique, afin de mieux comprendre la place de ces reliures dans sa recherche personnelle et dans une moindre mesure dans l'histoire de la reliure d'art. Mais tout d'abord, qui était Sonia Delaunay lorsqu'elle réalise ses premières reliures ? En 1913, Sonia Delaunay est âgée de 28 ans. Je recommence. En 1913, Sonia Delaunay est âgée de 28 ans. Elle vit à Paris depuis 1905. Mais ça va, là ? Mais elle est née en Ukraine, dans une famille modeste qui la confie très jeune à son oncle maternel, Henri Terck, un avocat aisé de Saint-Pétersbourg qui éveille son intérêt pour l'art. Très indépendante, elle obtient de se lancer dans des études d'art, d'abord à l'Académie des Beaux-Arts de Karlsruhe, puis à Paris, sa ville rêvée, la ville des impressionnistes qu'elle admire, et le centre névralgique de l'Europe moderne. Pour pouvoir rester en France, elle contracte un mariage blanc avec le galeriste Wilhelm Uhde, défenseur du douanier Rousseau, de Matisse et de Picasso. Elle s'enthousiasme pour Van Gogh, pour Gauguin, pour les Fauves. Ses premières peintures d'inspiration fauve, dont vous voyez ici 2 exemples, manifestent déjà sa fascination pour les aplats de couleurs vives, les couleurs de son enfance en Ukraine, comme elle le résumera bien plus tard dans ses mémoires. C'est par l'intermédiaire de Uhde qu'elle fait la connaissance de Robert Delaunay, peintre alors affilié à la mouvance cubiste et à la renommée grandissante qu'elle épouse en 1910. Comme elle, Robert est fasciné par la lumière. Il se passionne pour les théories du chimiste Eugène Chevreul sur la perception des couleurs.
C'est en hommage à son traité de la loi du contraste simultané des couleurs, publié en 1835, qu'il nomme le mouvement qu'il fonde en 1912 avec sa femme, le simultanisme, terme qui désigne le résultat pictural obtenu à partir du contraste constitué par des couleurs différentes perçues simultanément. Abandonner la ligne, construire la forme par la couleur, tel est l'objectif des époux Delaunay. En 1912, Robert Delaunay, avec ses premières fenêtres, ici à gauche, et Sonia, avec ses contrastes simultanés, signent leur entrée dans ce nouveau langage pictural que leur ami Apollinaire qualifiait, lui, d'orphisme simultané ou cubisme orphique, en référence au pouvoir vibratoire de la lumière qui rapproche cette peinture de la musique. Avec cette toile, Sonia Delaunay marque son retour à la peinture, mise en suspens depuis sa rencontre avec Robert. C'est dans ce contexte qu'elle réalise ses premières reliures, des travaux d'art décoratif, dont on verra qu'ils seront le médium privilégié de son entrée dans ce nouveau langage. Il est assez difficile de déterminer quand exactement Sonia Delaunay a réalisé ses premières reliures. Dans la chronologie établie par Jacques Damas à la fin des Mémoires de Sonia Delaunay, on mentionne l'existence de reliures simultanées dès 1912, sans préciser lesquelles. Dans les archives Delaunay conservées à la bibliothèque Kandinsky, on trouve tantôt la mention 1912, tantôt janvier 1913 pour ces reliures. En revanche, Sonia Delaunay évoque assez précisément dans ses mémoires la reliure qu'elle a exécutée sur un exemplaire des Pâques de Blaise Cendrars au début de l'année 1913, comme si c'était la toute première pour elle. Elle réalise cette reliure en admiration pour ce jeune poète, peu de temps après leur première rencontre, à la fin de l'année 1912, grâce à leur ami Guillaume Apollinaire. Enthousiasmée par la lecture de ce livre, paru aux éditions des Hommes Nouveaux, Sonia Delaunay réalise la reliure de l'ouvrage le 1er janvier 1913, selon son témoignage, rapporté par Michel Hougue, sous les yeux mêmes de Cendrars. Elle relate ainsi dans ses mémoires, et ce sera la seule mention à ces reliures de tout le livre. Le lendemain, il nous a apporté une petite plaquette, les Pâques. Je l'ai lue la première. Enthousiasmée par le souffle nouveau qui s'en dégageait, je l'ai passée à Delaunay et je me suis précipitée chez mon fournisseur, rue Dauphine, pour prendre les éléments de la couverture et de la reliure que j'imaginais pour ce poème. Sur une peau de chamois, je plaquais des motifs de papier coloré. À l'intérieur, je fis de même avec de grands carrés de papier de couleur. C'était une réponse plastique à la beauté du poème. Depuis ce jour-là, Cendrars est devenu notre meilleur ami. D'après Antoine Coron, il est plus probable que cette reliure date en réalité de février 1913 et non de début janvier, car l'ouvrage porte un envoi daté de février 1913, un envoi assez impersonnel d'ailleurs, à Madame et Monsieur Delaunay, très sincèrement, Blaise Cendrars. Il est vrai que Cendrars a pu aussi ajouter cet envoi après coup. La date de cette réalisation n'est donc pas tout à fait assurée. Toutefois, dans la chronologie officielle, elle est attestée comme étant la première ou une des toutes premières reliures sur la vingtaine de reliures connues de Sonia Delaunay. Cette reliure est conservée au MNAM. Voici donc une image des deux plats de la reliure et une image du contreplat et de la garde décorée de carrés de papier de couleur. Donc, dans cette œuvre, vous voyez que Sonia Delaunay se libère de toute intention figurative. La couleur y est constituée par des morceaux de papier découpés et collés, créant des aplats de forme régulière. Cette reliure a été exposée, reproduite maintes fois après-guerre, et on dit que le peintre Paul Klee reconnaît avoir été influencé par elle et par ses étonnantes pages de garde. Elle a également influencé les artistes du mouvement de Still et de l'abstraction géométrique. Cette reliure sera suivie d'autres à une fréquence assez soutenue et sur une courte période, de janvier ou février à juillet-août 1913, témoignant de la grande créativité de Sonia Delaunay. La reliure sur les Pâques de Cendrars sera en effet exposée avec 14 autres pour la première fois à la galerie d'Ersturm à Berlin, du 20 septembre au 1er décembre 1913, avec 4 tableaux et 7 objets domestiques de Sonia Delaunay, des coussins, des coupes, une lampe et son abat-jour, des rideaux, etc., attestant de sa conception totalisante de l'art. Là, vous voyez, par exemple, un extrait du catalogue de cette exposition d'Ersturm où on voit la liste des 15 reliures exposées à la galerie d'Ersturm et le nom des personnes pour qui Sonia Delaunay a réalisé certaines de ces reliures.
Donc si Robert Delaunay a pu bénéficier d'une grande exposition personnelle à la galerie der Sturm, dirigée par Herwart Walden en janvier 1913, il n'en était rien pour Sonia. Invitée à son tour à participer au salon d'automne par la galerie der Sturm pour y exposer ses travaux décoratifs, selon les mots du directeur, Sonia Delaunay y voit une véritable aubaine pour montrer ses œuvres récentes et de surcroît dans un salon international. Cela pourrait être une des raisons qui l'a motivée à créer autant de reliures en si peu de temps. Voilà un exemple, par exemple, de reliures exposées à la galerie der Sturm, ici sur les Contes des Ténèbres d'Alexandre Mercereau, une reliure qui est conservée à la réserve des livres rares, ainsi que cette reliure sur Jules Romain, conservée aussi à la réserve des livres rares. Comme vous pouvez le constater, le principe esthétique de ces premières reliures est l'abstraction, qui annonce l'abstraction géométrique, et le collage. Collage de papier découpé, puis en 1914, collage de déchets de tissu, plus rarement de peinture directe sur cuir, mais qui suit une esthétique du collage. Elles font partie des premières œuvres abstraites de Sonia Delaunay. Ces collages de papier peuvent relever de la conception cubiste, mais n'ont pas la même fonction que les papiers collés cubistes de Picasso ou de Braque de 1911-1912. En effet, dans les tableaux cubistes de Picasso ou de Braque, on peut par exemple trouver des morceaux de papier journal, des enveloppes de paquets de tabac ou des cartes à jouer collées directement sur le tableau qui ont pour effet de créer des relations imprévues entre des matériaux concrets, réels, et le dessin ou la couleur. Rien à voir avec les collages de Sonia Delaunay, qui se réfère plutôt à l'esthétique du patchwork, réminiscence de l'art traditionnel russe pratiqué par les paysans. L'idée du patchwork dans son œuvre apparaît dès 1911, lorsque Sonia Delaunay réalise une couverture de berceau pour son fils Charles. Voilà la couverture en 1911. Alors Sonia Delaunay le raconte ainsi dans la revue 20e siècle de 1956. « J'eus l'idée de faire pour mon fils qui venait de naître une couverture composée de bouts de tissu comme celle que j'avais vue chez les paysans russes. Quand elle fut achevée, la disposition des fragments d'étoffe m'apparut relever de la conception cubiste et nous essayâmes alors d'appliquer le procédé à d'autres objets et à des tableaux. Par le jeu des contrastes de couleurs et des formes assemblées et par le rythme singulier qui se dégage de cette réalisation très spontanée, cette couverture de berceau représente sa première œuvre abstraite, cubiste, qui préfigure les premières peintures simultanées. Cette œuvre est une réminiscence colorée de son Ukraine natale. Elle s'inscrit dans un mouvement général d'engouement des Russes pour les pratiques vernaculaires. Plusieurs artistes femmes de formation académique, comme Alexandra Exter, Natalia Goncharova et Sonia Delaunay, se mettent ainsi à la broderie. Vous avez par exemple cette broderie de feuillage réalisée par Sonia Delaunay en 1909. Qui est conservé au MNAM. Ce qui est nouveau dans les collages de Sonia Delaunay, c'est que pour la première fois, ces collages sont appliqués aux livres. En 1913, on ne connaissait pas encore en France les collages de papier découpé comme pratique artistique sur le livre ou à l'intérieur de celui-ci. En Russie, à la même époque, seuls existaient les collages de papier découpé de Nathalie Goncharova sur les couvertures de Merkansa, de Kochenik et Klebnikov, qui sont très différents des collages abstraits de Sonia Delaunay. Par exemple, ici, vous avez quelques exemplaires de Merkansa avec sur la couverture un collage de papier collé, donc quand vous voyez tous différents. Donc en haut à gauche, c'est un exemplaire qui est conservé à la réserve des livres rares et qui possède sur sa couverture ce collage en papier argenté gaufré. Voilà. Alors venons-en maintenant à une étude générale des reliures de Sonia Delaunay. D'après le dernier recensement du MNAM, il existerait 27 reliures connues ou attestées, réalisées entre 1913 et 1923-24, réparties principalement entre la BNF, donc réserve des livres rares, grâce à une donation au Sonia Delaunay en 1977, et le MNAM, grâce à une donation de l'artiste en 1964. La BNF en conserve 10, si on exclut la reliure pour la prose du transsibérien, qui a presque le statut d'une reliure d'éditeur, et que nous excluons alors de notre corpus, et le MNAM 9. Ce chiffre de 27 reliures attestées est, nous semble-t-il, à revoir à la hausse.
En effet, si on regarde plus attentivement la liste des reliures exposées à la galerie d'Ersturm en 1913, on note déjà 5 reliures appartenant à des collections privées non localisées. Par exemple, les reliures pour Madame Berthe Delaunay sur un Maurice Barrès, pour Féla Sandrard sur un 2e exemplaire des Pâques, pour Madame Damour sur un album Delaunay, pour Madame Bongard sur des œuvres de Rimbaud. Est-ce un 2e exemplaire, autre que celui de la réserve? On ne le sait pour l'instant. Dans le numéro de l'année 1914 de la revue Montjoie, fondée par le poète italien Ricciotto Canudo, qui est un ami de Sonia Delaunay, sur 3 reliures photographiées à côté d'un coffre à jouer, une au moins sur la revue Montjoie n'est pas connue. Il est donc plus juste de dire qu'il existerait au moins 30 reliures attestées de Sonia Delaunay. Elles ont presque toutes été exécutées en 1913-1914, 3 seulement créées après-guerre, entre 1921 et 1923, et d'un esprit très différent, sur lesquels nous ne nous attarderons pas. Leur facture est relativement modeste, leur technique sommaire, soit par manque de maîtrise de l'art de la reliure par Sonia Delaunay, si c'est bien elle qui exécute les reliures, soit par indifférence à l'art de la reliure, privilégiant un langage plastique nouveau plutôt que la technique. Il y a peut-être aussi de la part de Sonia Delaunay la volonté de rompre sciemment avec les codes de cet art très traditionnel, très conventionnel, très éloigné de son univers. La reliure serait donc un support d'expérimentation pour son nouveau langage plastique, le simultanisme, dont a parlé Bérénice, et pas un objet de collection bibliophilique. Sonia Delaunay n'a d'ailleurs pas une approche de bibliophile lorsqu'elle constitue sa bibliothèque personnelle. Dans l'importante donation de sa bibliothèque à l'ABN en 1977, on ne trouve par exemple aucune reliure d'art, à part celle qu'elle a réalisée. Nous pouvons classer ces reliures identifiées à ce jour en 5 types. Donc réalisées entre 1913 et 1914, des reliures avec des collages de papier découpés, puis des reliures peintes, 3e groupe reliures avec collage de tissu, et plus tardivement, dans les années 20, une reliure brodée, et enfin, 5e groupe, des reliures tout en cuir. Alors, le premier groupe concerne des reliures à décor de papier collé. C'est le groupe le plus important. Nous en connaissons 13. Alors, le cuir qui est le plus souvent utilisé par Sonia Delaunay, c'est la basane, qui est un cuir modeste. Le principe de ces reliures, ou plutôt de ces demi-reliures à encadrement, comme vous pouvez voir sur cette image, sur séquence, c'est une basane fauve avec des plats recouverts de papier chatoyant, donc ici un rose vif, sur lesquels Sonia Delaunay colle des papiers découpés ou des chutes de papier, de tissu. Là, on voit très bien sur cette reliure qui n'est pas terminée comment Sonia Delaunay a réalisé ce décor avec ce papier rose vif. Les contreplats et les gardes sont également recouverts de papier de couleur, souvent brillant et chatoyant. Beaucoup de rose, du bleu métallique, du bleu outre-mer, du papier doré, des papiers verts métalliques ou des rouges métalliques, qui sont parfois difficiles à distinguer parce qu'ils sont recouverts par les papiers découpés. Seuls les gardes des packs comportent des carrés de papier de différentes couleurs juxtaposés. Ces reliures présentent un décor géométrique composé de figures géométriques assez simples, plus ou moins précises, des carrés, des rectangles, des triangles isocèles, des losanges, comme vous pouvez le voir là sur le premier volume d'Ersturm, associés à un jeu subtil de juxtaposition de couleurs, souvent vives, on l'a dit, rose, orange, bleu métallique. Par une composition dynamique, souvent en diagonale, avec des décrochements, comme vous pouvez le voir sur le 2e volume d'Ersturm, les formes abstraites se mettent en mouvement, accentuées par des oppositions de couleurs. Les papiers découpés colorés, tantôt mat, tantôt brillants, présentent un décor morcelé ou couvrant, comme un patchwork. Vous voyez sur le 3e volume d'Ersturm. Et cela suscite un sentiment de légèreté, voire d'allégresse. La couleur vive, brillante, éclatante, rose, bleu, sur les plats, et dominante, comme ici sur Dieudonné tête de Pierre Jodon. Vous voyez que le plat est recouvert d'un papier gouaché bleu électrique. C'est vraiment le pur plaisir de la couleur qui semble guider l'artiste dans ses compositions. Ces reliures appliquent ainsi les principes du simultanisme, c'est-à-dire un art
dont le pouvoir constructif et dynamique repose sur la couleur et non sur la forme, ni même sur le sujet. Il est à noter que dans les formes géométriques utilisées par Sonia Delaunay, il n'y a pas de formes circulaires, qui ont pourtant caractérisé les œuvres de Robert et Sonia Delaunay à cette période, qu'on voit apparaître très sensiblement dans l'œuvre de Robert à cette période, et que Sonia Delaunay commence à développer, notamment à partir des prismes électriques. Vous voyez ici dans cette œuvre de 1913, conservée aux États-Unis. Ces formes circulaires, dont l'origine serait le halo des premiers globes électriques que le couple admire lors de leur promenade nocturne au boulevard Saint-Germain. On trouve des formes curvilignes, comme ici sur ces deux reliures, ou là sur Alexandre Mercerot ou Rimbaud, mais pas vraiment circulaires, comme si ce que cherchait à exprimer l'artiste dans ces reliures, c'est la sensation de mouvement, et non pas la métaphysique de la lumière, comme dans les œuvres de Robert Delaunay. Nous passons maintenant au deuxième groupe de reliures, donc plus réduit, c'est le groupe des reliures peintes. 4 sont connues, ce sont des reliures souples, peintes à l'huile ou à la gouache, qui présentent comme des petits tableaux au centre des plats. Les pigments sont déposés directement sur les plats de cuir divers, donc ici un cuir de Russie, mais on peut trouver de la vachette ou de la peau retournée, et les décors courent parfois sur le dos aussi, comme ici sur les épreuves d'alcool d'Apollinaire. Donc le décor géométrique est composé de carrés, de triangles, de rectangles et de formes curvilignes assemblées serrées comme des mosaïques. Et ce décor occupe le centre des plats en bande horizontale ou verticale, rappelant la composition de la prose du Transsibérien, ou bien éclaté avec des décrochements intéressants, comme par exemple sur le second plat des méditations esthétiques ou les chansons d'Edvard Walden qu'on a vu plus haut. Et les vibrations colorées sont accentuées par la présence des traces du pinceau, comme ici. Alors, le troisième groupe de reliures, c'est cette reliure en tissu que nous vous présentons en vrai et que la caméra peut filmer. C'est une reliure qui pourrait être datée de 1914. Alors, cette reliure a une composition originale, puisque sur cette demi-reliure de basane claire à ligne, qui donne l'impression d'un papier kraft, qu'on voit bien en fait au second plat. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, c'est une basane avec des lignes qui sont imprimées, qui rappellent un peu un papier kraft. Alors, si on voit le plat supérieur, on voit que c'est un décor de déchets de tissu, selon les termes de Sonia Delaunay, à la découpe volontairement irrégulière, aux bords effilochés, avec une dominante de forme curviligne, presque tourbillonnante, comme la prose du Transsibérien. Les tissus qui ont été choisis pour leur matérialité variée. Alors on peut balayer voilà, la reliure. Vous reconnaîtrez peut-être un petit morceau de reps vert, donc une toile, un tissu d'ameublement de grosse toile, un bout de chiffon de laine ordinaire, un bout de ruban, des velours mat ou satinés, des soies moirées ou des tissus à trame. Voilà, donc un décor de tissus extrêmement varié. Un décor couvrant, très couvrant même, qui recouvre presque toute la surface du plat supérieur. Là, vous voyez même à droite que Sonia Delaunay a complété la composition en apposant une peinture rouge. Voilà, et ce décor très couvrant rappelle bien sûr le 3e volume de la revue Der Sturm d'avril 1913 que vous avez vu tout à l'heure. Et ce décor rappelle bien sûr l'esthétique du patchwork et la couverture pour Charles de 1911. Alors c'est une reliure qui est intéressante, cet exemplaire est intéressant parce qu'il y a un envoi à Sonia Delaunay, ce qui est assez rare. Dans la bibliothèque, on a vu surtout des envois à Robert ou au couple, mais à Sonia Delaunay, c'est assez rare. Donc là, vous voyez le papier de garde qui est un papier glacé, bon, un peu abîmé. Et puis, il y a donc cet envoi par Canudo. Donc voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc à Sonia Delaunay, on a un fort souvenir cérébriste
et simultanée d'un fort hiver de préparation de combat, de haut combat, son ami Canudo, 1914. Voilà, donc on pense que la reliure date de début 1914. Voilà, donc on va revenir à notre PowerPoint pour passer au 4e groupe de reliures, qui est une reliure donc beaucoup plus tardive, qui sort un peu de notre étude, qui est une reliure brodée, qui est encore en main privée. Donc vous voyez sur un exemplaire des calligrammes d'Apollinaire, c'est une broderie d'applique qui compose de bas en haut, sur un soleil vert et rouge, le titre en morceaux d'étoffe de couleur liseré d'un point de chaînette. Voilà. Et on ne sait pas trop de quand date cette reliure, mais on pense 1921, parce que sur la page de garde, il y a une inscription de la main de Sonia, 1921, en souvenir de Guillaume Apollinaire. Enfin, le 5e groupe de reliures, ce sont les reliures tout en cuir, donc d'un esprit très différent des reliures de 1913-1914. Ce sont des reliures sur un texte de Tristan Tzara ou sur un texte de Ilias. Voilà la maquette d'Ilias, le Dentulefa. Donc vous voyez, ce sont des cuirs de couleur qui sont découpés et cousus à la machine, dont la composition géométrique et la palette chromatique témoignent plutôt de l'influence des idées constructivistes venues de Russie. Et les pièces de cuir cousues soigneusement, ainsi que cette ordonnance très précise, ne permet pas la même liberté d'improvisation que les fragments de papier collé des années 1913. Mais il semblerait que les règles de l'art de la reliure soient ici davantage respectées. Il existe aussi en fait une 3e reliure en cuir, tout en basane noire, sans décor, que nous ne présentons pas ici, parce qu'elle n'a pas de décor, voilà, et parce qu'on n'est pas sûr qu'elle soit vraiment de Sonia Delaunay, de notre point de vue. Elle date de 1924. Voilà. Alors, le statut de ces reliures est très particulier, comme je vous ai dit, puisqu'elles n'ont pas été réalisées pour être vendues, c'est vraiment pour un usage privé, pour la bibliothèque personnelle de Sonia Delaunay ou pour son proche entourage, pour le seul plaisir de Sonia Delaunay. Elle le dit tout simplement, très simplement dans son autobiographie, « Je fais mes premiers collages, des reliures en papier appliquées et en déchets de tissu pour les livres que j'aime. » Sonia Delaunay vit avec elle et les expose comme une décoration dans son salon. Donc, je repasse la photographie de Sonia Delaunay dans son appartement rue des Grands Augustins en 1913, où on la voit posée à côté de ces reliures qu'on trouve à la fois sur la cheminée et sur la coiffeuse. Ces reliures témoignent des cercles des amitiés littéraires et artistiques de Sonia Delaunay dans les années 1910. Parmi les reliures qu'elle confectionne pour elle, 8 en effet recouvrent des textes des poètes amis, donc Apollinaire, Blaise Cendrars, 4 des publications d'art contemporain que les Delaunay soutiennent, comme Der Sturm ou l'almanach du Blauer Reiter. 11 autres concernent des auteurs vénérés, comme Rimbaud ou Laforgue, et des amis, comme Minsky ou Canudo. Venons-en maintenant à une analyse plus technique des reliures de Sonia Delaunay, conservées à la réserve des livres rares, notamment les reliures de papier collé de 1913. Alors, nous ne savons rien de la formation de Sonia Delaunay en reliure. S'est-elle vraiment formée à la reliure? Et si oui, auprès de qui? Nous n'avons rien trouvé dans les archives ni dans ses mémoires. Il semblerait qu'elle soit complètement autodidacte en la matière, et nous pouvons même nous demander si c'est bien elle qui a réalisé ces reliures, ou si elles ont été seulement décorées par elle. La thèse défendue par Antoine Coron serait que pour certaines reliures, Sonia Delaunay aurait confié l'exécution à un artisan relieur, mais il ne sait pas lequel, et pour d'autres, très maladroites dans l'exécution, ce serait Sonia Delaunay elle-même qui les aurait réalisées. Outre les Pâques, il y aurait par exemple, pour Antoine Coron, les méditations esthétiques d'Apollinaire, car selon lui, cette reliure est d'un format maladroit qui excède largement celui des épreuves. Tandis que les reliures sur les poésies complètes de Minsky ou sur l'Hérésiaque et compagnie de Guillaume Apollinaire ou sur Ragionamenti de l'Arétin, qui sont à proprement parler des reliures selon Antoine Coron, car elles suivent les règles de l'art de la reliure, elles n'auraient pas été exécutées par Sonia Delaunay. D'après lui,
Sonia Delaunay aurait juste fourni à l'exécutant ces papiers si particuliers, bleus et roses. L'idée avancée est donc que la conception et l'exécution de la reliure sont bien séparées dans certains cas très précis. Alors, en ce qui nous concerne, nous ne saurions être aussi catégoriques. Ce que nous savons en revanche, c'est que certaines reliures préexistaient, comme d'abord les cartonnages des volumes de la revue d'Ersturm ou la reliure sur les chansons de Walden, qui est un exemplaire offert, offert à Delaunay par Walden lors de son voyage à Berlin au moment de son exposition, ou bien la reliure sur Dieudonné Tête de Jodon, qui a ce plat peint en bleu, qui est une reliure d'éditeur. Plusieurs indices nous amènent à penser que Sonia Delaunay n'est pas une praticienne de la reliure et qu'elle n'a peut-être réalisé aucun façonnage, sauf peut-être pour les Pâques, qui n'est pas vraiment une reliure, mais une chemise en chamois gris, grossièrement cousue à la plaquette, avec la couverture d'origine transformée en garde volante, qui pourrait prouver que cette reliure soit réalisée par Sonia Delaunay elle-même, qui manquait d'expérience. Mais les autres reliures, modestes, mais techniquement plus conformes à l'art de la reliure, nous poussent à envisager l'hypothèse qu'elle donnait à relier ses livres à un exécutant. Dans une lettre de Blaise Cendrars, datée du 11 janvier 1913, adressée à Robert Delaunay, il est d'ailleurs évoqué que Sonia était à la recherche d'un relieur professionnel, très probablement pour la reliure de la prose du Transsibérien. Mais Blaise Cendrars lui suggère un nom de relieur, un certain Meunier, relieur rue Stanislas. Cette hypothèse est également celle de Schunévrard, qui est une relieuse d'art professionnelle et professeure de reliure depuis très longtemps, que nous remercions ici vivement, à qui nous avons demandé d'examiner les reliures d'un point de vue technique. Selon elle, il n'y a pas de différence flagrante entre la reliure des méditations esthétiques d'Apollinaire, critiquée par Antoine Couron, et les reliures à encadrement que l'on trouve dans l'Hérésiaque d'Apollinaire ou sur l'Arétin. Toutes ces reliures sont façonnées de la même façon. Les peaux sont collées assez maladroitement en bordure des plats. Je ne sais pas si vous voyez, là, par exemple, ce raccord un peu grossier au niveau du plat supérieur. Il n'y a pas de comblage des plats par du carton et on utilise la technique basique de couture sur ruban ou sur ficelle et l'emploi de la mousseline. Donc pour Schunévrard, toutes les reliures que nous lui avons montrées se valent, pas une seule qui pourrait se distingue par une meilleure exécution qu'une autre. Pour Schunévrard, ces reliures pourraient toutes être exécutées par n'importe quel relieur qui aurait fourni un travail courant et à bas coût. Sonia Delaunay se serait contentée de les décorer. Alors, un indice précieux, noté soigneusement par Marion Drevon, vient appuyer cette hypothèse. En effet, la fameuse reliure sur Pâques, conservée au MNAM, est contenue dans un emboîtage en cuir de couleur violette et papier marbré qui comporte l'inscription suivante. G. Levitsky, malheureusement sans date. Il s'agit de Grégoire ou Georges Gampel Levitsky, qui est né en 1885 et qui est mort en 1969, qui est d'origine ukrainienne et naturalisé français. C'est un relieur qui est formé à Odessa avant d'arriver à Paris en 1907, où il travaille chez le relieur Hippolyte Prouté avant d'ouvrir son propre atelier en 1910, 22 rue de l'Odéon, où il exerce jusqu'en 1965. Visiblement, Sonia Delaunay lui a commandé cet emboîtage pour protéger son exemplaire si précieux à ses yeux. C'est un voisin. Elle habite rue des Grands Augustins à l'époque, et un compatriote. Il est donc assez tentant d'imaginer que c'est à lui également, ou probablement à l'un des ouvriers de son atelier, qu'elle commande toutes les couvrures des livres de l'année 1913, car elle était pressée de les décorer pour le salon d'automne de Berlin. Grégoire Levitsky était réputé pour ses décors, mais il acceptait aussi les travaux courants pour faire tourner sa boutique. Pour faire face à la demande, on sait qu'il avait embauché 3 ouvriers français et un roumain. Sonia Delaunay n'aurait donc réalisé que les décors, des plats, des contreplats et des gardes. Son but, en faisant relier ses livres qu'elle aimait le plus, était d'avoir un support de travail intéressant, nouveau, le cuir, qu'elle puisse ensuite décorer à sa guise avec une grande spontanéité. Alors ce n'est qu'une hypothèse, mais qui nous séduit.
d'autant plus qu'à aucun moment Sonia Delaunay n'évoque avoir suivi une formation de reliure ou n'évoque le travail de cuir pour un livre. Alors on va passer maintenant assez rapidement sur l'analyse des papiers collés, parce qu'on parle généralement de reliure de papier collé. Or, on trouve que c'est un peu restrictif. On n'a pas assez distingué jusqu'à présent les différents matériaux utilisés par Sonia Delaunay. Or, ils sont de nature très diverse. Il y a bien sûr des papiers fantaisie, assez précieux, aux couleurs chatoyantes, de différentes variétés que Sonia Delaunay trouve, elle dit, auprès de son fournisseur, rue Dauphine. Mais à côté de ces de papiers banals, on trouve donc des papiers métalliques, gaufrés, un motif gaufré, des papiers qui ont des effets de matière. Peut-être qu'on peut le voir sur la reliure Conte des Ténèbres, qui est ici sur la table. On verra peut-être un peu mieux les différents types de papiers qu'elle utilise. Voilà, donc là, le premier plat, donc vous voyez ce papier métallique gaufré, différents papiers superposés qui ont un effet qui donne l'impression de cuir. Voilà. Et puis au second plat, peut-être qu'on peut voir les papiers à relief, comme ce papier noir. Je ne sais pas si on le voit bien, qui est quadrillé, qui est très particulier, qu'on retrouve sur d'autres reliures. Voilà. On ne voit pas très bien le relief, mais il y a des bandes horizontales comme ça sur la reliure. Voilà. Et en bas, le papier bleu, en fait, rappelle vraiment le cuir. Voilà. Vous voyez un peu ces papiers gouachés. Ces papiers découpés préexistants. Ah oui, voilà, on peut aussi montrer le papier pour la garde, qui est un papier métallique rouge tirant vers le bordeaux, qui est normalement très brillant. Voilà. Alors, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que parmi ces, on peut revenir au PowerPoint, parmi ces papiers préexistants découpés, il y a également, alors je vais passer, oui. Là c'est ce qu'on a déjà vu. Voilà, le papier à stries noires, qui est assez impressionnant, qu'on retrouve ici sur les Puissances de Paris de Jules Romain. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve dans ces papiers découpés ça, c'est-à-dire un papier gouaché par Sonia Delaunay et découpé bien avant Matisse, qui n'a pratiqué ces papiers gouachés découpés que peu de temps avant sa mort. Souvenez-vous, Jazz de Matisse date de 1947. Là, Sonia Delaunay, sur ses reliures, a utilisé des papiers gouachés qu'elle a découpés, donc ce ne sont pas des papiers préexistants. Et puis, si on observe bien les reliures, il y a aussi des morceaux de cuir qui sont collés à côté de ces papiers découpés. Ici, c'est un petit morceau de chagrin qu'elle a collé sur le second plat. Voilà. Donc cette pratique nouvelle de collage de papier découpé est vraiment circonscrite aux années 1913-1914. Après cette date, Sonia Delaunay passe à autre chose. Elle en donne la raison dans un témoignage publié en 1956 dans la revue 20e siècle. Elle dit, à partir de cette date, donc elle part de l'année 1914, nous n'avons plus fait de collage. La matière nous paraissait un peu facile par rapport à nos recherches. Pour comprendre la singularité de ces reliures, il nous a donc semblé intéressant de revenir sur les recherches plastiques de Sonia Delaunay en 1913 afin de mettre ces reliures en perspective dans sa recherche personnelle. En effet, pour saisir la nouveauté et l'importance de ces reliures, il est nécessaire de replacer leur exécution dans le contexte de la production artistique contemporaine de Sonia Delaunay. Les reliures ne sont qu'un élément d'un écosystème bien plus vaste qui nous permet de cerner son approche personnelle du simultanisme. L'année 1913, portée par la récente découverte du simultanisme, est une année d'effervescence créative où les reliures apparaissent comme un artefact parmi d'autres sur le chemin de l'appropriation de ce nouveau langage plastique.
La liste des œuvres présentées par Sonia Delaunay au Salon d'automne allemand se fait l'écho du caractère polymorphe de ses recherches, puisqu'en regard de 4 de ses toiles et de ses reliures, sont également exposés le premier livre simultané, la prose du Transsibérien, et un échantillonnage de ses travaux d'art appliqué, coussins, abat-jour, rideaux, vases, coffres à jouer. Notons que dès 1913, Robert Delaunay définit le simultanisme comme un métier, une technique fondée sur la loi des contrastes simultanés et qui, au-delà de la peinture, sous-tend toute forme de création. La construction de la forme par la couleur est la colonne vertébrale d'un nouvel esthétisme applicable à la peinture, comme au livre, à l'affiche, à la mode ou à la décoration intérieure. Et très justement, c'est aux réalisations de Sonia Delaunay dans le domaine des arts appliqués qu'il rattache les premières manifestations de ce métier. C'est d'ailleurs en 1913 qu'elle dépose le label Atelier simultané, prémisse de ses futures entreprises commerciales, la Casa Sonia et la boutique simultanée. Dès 1912, tout en accompagnant Robert dans ses recherches sur la lumière, Sonia Delaunay entreprend d'habiller son environnement domestique aux couleurs des contrastes simultanés. Elle brode et coud des coussins, des rideaux, des abat-jours, selon les techniques décrites précédemment par Marie pour les reliures, en jouant sur le rapprochement de formes colorées à la manière du collage et du patchwork. Selon les mêmes principes, elle peint un coffre à jouer pour son fils, des vases et des coupes. Beaucoup de ces objets artisanaux sont aujourd'hui perdus. Des archives photographiques permettent heureusement de nous en faire une idée, comme cette photo, représentant Sonia Delaunay et une amie dans son appartement de la rue des Grands Augustins en 1913, où l'on aperçoit suspendu au plafond un abat-jour simultané qui pourrait être l'abat-jour exposé à la Galerie der Sturm sous le titre « À l'eau profondeur ». Sur cette autre photo, prise un peu plus tard, en 1915, dans l'appartement portugais de Sonia Delaunay, figurent plusieurs objets peints par l'artiste, ainsi qu'au premier plan, à gauche, la reliure exécutée sur le Laforgue. On retrouve sur la reliure et sur le pichet placé au centre de la photo, notamment, le même langage fait d'une alternance de formes géométriques rectilignes et de formes courbes, restituant la brisure des lignes d'objets pris dans un faisceau lumineux. Le coffre à jouer, lui, est décoré dans un style mêlant géométrie d'inspiration cubiste et motifs primitivisants. On peut distinguer un ou deux animaux et quelques maisons stylisées, dans un foisonnement du décor assez proche dans ses teintes et son organisation de la composition réalisée sur le plan inférieur du 3e tome de la revue der Sturm. Je vois que ma photo est un peu mauvaise et qu'il manque des morceaux. Enfin, pardon. Ces quelques exemples témoignent de la volonté de Sonia Delaunay dès l'origine de ne pas séparer peinture et décoration, beaux-arts et arts appliqués, dans la droite ligne de ce que prônait le mouvement Arts and Crafts à la fin du XIXe siècle en Angleterre et à sa suite le courant Art Nouveau ou les Wiener Werkstätte par exemple. Si ce n'est qu'à ce stade, le mode opératoire de Sonia Delaunay apparaît extrêmement spontané et intuitif. « Je me contente de voir des contrastes de couleurs dans toutes les choses de la vie », dira-t-elle dans ses mémoires. Son éclosion au simultanisme, si l'on peut dire, semble extrêmement naturelle et concrète. Son environnement domestique, les objets avec lesquels elle vit, les livres qu'elle lit, se teintent des couleurs dont elle voit la vie, tout en lumière, contraste et mouvement, comme l'est la vie urbaine moderne. Cette spontanéité est à mettre en parallèle avec les techniques employées. Découpage, collage, décoration d'objets tout faits lui permettent un travail de la matière plus immédiat que la peinture. Elle expliquera plus tard avoir privilégié ces pratiques artisanales par nécessité, en raison de leur simplicité, de leur rapidité et de la liberté d'improvisation qu'elles lui offraient. Comme l'a indiqué tout à l'heure Marie, ces créations d'ordre artisanal sont à mettre en relation avec les pratiques vernaculaires de sa Russie natale. Ses contemporaines, les artistes russes Natalia Goncharova ou Alexandra Exter, par exemple, que Sonia Delaunay fréquente à Paris, ont pratiqué les arts appliqués et notamment la broderie qu'elles ont exposée comme un des beaux-arts déjà quelques années plus tôt. À ce titre, en exposant à la Galerie der Sturm ses travaux décoratifs, au milieu de la fine fleur de la peinture européenne d'avant-garde, de son mari Robert à Vassili Kandinsky, en passant par les futuristes italiens, les cubistes Picabia et bien d'autres, Sonia Delaunay brisait elle aussi une sorte de plafond de verre en élevant au rang d'art les ouvrages de dames et autres travaux d'aiguille en une forme de syncrétisme des traditions ancestrales et du modernisme plastique le plus pointu.
De l'environnement domestique à la rue, il n'y a qu'un pas, que Sonia Delaunay ne tarde pas à franchir. Paris, ville moderne par excellence, son dynamisme, sa foule, ses vitrines, ses fêtes, sa lumière sont une source d'inspiration inépuisable pour elle qui souhaite que son art exprime la pulsation du monde contemporain. À l'été 1913, elle peint le monumental Bal Bullier, toile simultaniste exposée elle aussi au Salon berlinois. Les Delaunay fréquentaient chaque jeudi cette salle de danse du quartier Montparnasse, haut lieu du Paris moderne où l'on pratiquait les danses nouvelles, tango et foxtrot. Les contrastes de couleurs et l'ondulation des formes colorées restituent la frénésie de la danse. Si l'on distingue encore quelques silhouettes, l'essentiel du rythme de la toile est rendu par les taches colorées, semblables à celles laissées sur la rétine par la vision d'une foule bigarrée en mouvement. La construction de l'ensemble repose sur un vocabulaire de formes dont l'évolution et la combinaison sont expérimentées en parallèle dans la composition des reliures, des plus cubistes et anguleuses aux arabesques, demi-lunes et cercles concentriques. Les formes dansantes, comme aspirées vers le haut du mercereau, ici au centre, rappellent les silhouettes stylisées des danseurs au centre du tableau, tandis que le laforgue, à gauche, est orné d'une forme ronde et claire qu'on retrouve dans la partie droite du tableau, comme le halo d'un globe électrique dans la lueur duquel la scène se brise en simples pans colorés. À gauche, les formes souples et entremêlées aux couleurs plus éteintes évoquent une foule plus indistincte, rejetée dans l'ombre et font écho au décor très saturé du 3e volume de Der Sturm. Ces toiles du Magic City, autre lieu de danse parisien, montrent un parallélisme similaire. L'énergie de ces toiles, plus abstraites, est construite sur une grammaire de formes épurées et de coloris francs, dont les reliures se font l'écho, dans la posture arquée du danseur, par exemple, ou le recours aux arcs de cercle concentriques pour figurer le fractionnement de la lumière. Il est encore possible de distinguer néanmoins dans ces tableaux de 1913 des éléments figuratifs, alors que les reliures sont, elles, totalement abstraites. On peut expliquer cette différence de traitement par le fait que les décors de reliure sont la traduction d'un processus intellectuel, d'une expérience émotionnelle purement mentale et non visuelle. On constate néanmoins que cet écart tend vite à se résorber, peinture, dessin et reliure semblant converger vers une unicité de représentation, la forme colorée devenant l'unique moyen d'expression de toutes les perceptions. La série d'études préparatoires au célèbre tableau des prismes électriques, dont l'ultime version sera exécutée début 1914, illustre ce cheminement. Au cœur du simultanisme delaunien se trouve la fascination commune des époux Delaunay pour la lumière, électrique ou naturelle. Rappelons que Robert Delaunay exécute alors une série de toiles astrales dont l'objet est de transcrire la luminosité du soleil et de la lune, toiles qui sont exposées au Salon berlinois. Sonia Delaunay, elle, s'empare de la rue. Émerveillée par le spectacle des globes électriques nouvellement installés dans Paris, elle croque la foule au prisme de ce nouveau filtre. À la vision descriptive se substitue une vision kaléidoscopique, une succession de simples flashs colorés, d'instantanés chromatiques dont le moindre mouvement semble pouvoir bouleverser toute l'organisation. La lumière, réduite à de simples taches colorées, devient l'unique médium capable de restituer le rythme de la vie, que ce rythme soit celui de la ville ou celui de l'âme. La confrontation entre esquisse et reliure est assez significative, me semble-t-il, de l'invention de ce nouveau langage chromatique totalement non figuratif qui prend forme sous nos yeux. On notera également la parenté des moyens utilisés. Crayon, pastel, papier découpé ont en commun la rapidité d'exécution, l'instantanéité corollaire de la vision simultanée. Voilà, en bas à droite, vous voyez la version finale des prismes électriques. Qualifiée de nouveau langage, la recherche de Sonia Delaunay en ces riches mois de 1913 trouve tout son sens à la vue du célèbre tableau-poème réalisé à 4 mains avec Sandrars au printemps 1913, lui aussi exposé au Salon berlinois, La prose du transsibérien, dont vous voyez ici l'exemplaire conservé à la réserve des livres rares, avec sa couverture de chevreau noir peinte par l'artiste. On se souvient que la rencontre avec Sandrars est à l'origine de la première reliure de Sonia Delaunay et d'une amitié qui dura jusqu'à la mort du poète.
Comme un prolongement de cette expérience, ce livre-objet d'une facture inédite s'élabore en parfaite osmose, en parfaite synchromie, pour paraphraser Sonia Delaunay, celle-ci interprétant par les couleurs et les nuances les thèmes et les sentiments exprimés par le texte poétique. Il ne s'agit pas d'illustration au sens traditionnel, mais de couleurs, de lignes, de sensations, de sentiments, d'inspiration pure, expliquera-t-elle. Poèmes et dessins se déroulent simultanément, les volutes colorées épousant le rythme syncopé du poème, la cadence du transsibérien lancé sur les rails. À l'initiative de Sonia Delaunay, couleurs et formes envahissent également la typographie, parachevant son entreprise de transposition colorée du verbe. Dans la droite ligne des correspondances baudelairiennes, des voyelles rimbaldiennes ou de la vibration mallarméenne, peintures et poésie semblent jaillir d'une même source, d'une même lumière originelle pour filer la métaphore apollinérienne de l'orphisme. Ne restent que les vibrations des sons et des couleurs, le langage universel de l'audition colorée, comme l'appelle l'historien de l'art et spécialiste de Sonia Delaunay, Pascal Rousseau. On ne s'étonnera donc pas, dès lors, de trouver un décor assez proche sur Alcool d'Apollinaire notamment, paru cette même année 1913 et manifeste pour une poésie moderne. Comme Sandrars dans la prose, Apollinaire supprime la ponctuation de ses poèmes pour mieux saisir le tourbillon, la simultanéité de la vie moderne. Témoin de la sensibilité synesthésique de Sonia Delaunay, de sa perception de la couleur des sons comme de la poésie des couleurs, cette étude pour le prospectus, destinée à annoncer la parution du livre ou la référence au sonnet voyelle de Rimbaud est patente. L'étude étant bien sûr en haut et en bas le prospectus qui accompagne l'exemplaire réserve de la prose. La couleur gagne la lettre, comme pour mieux sceller la fusion de la peinture et de la poésie, l'unicité de leur langage. Sonia Delaunay imagine également une affiche exposée au Salon berlinois sous la dénomination de première affiche simultanée, que voici. Comme greffées sur la trame muette que figurent ici les gardes des Pâques, les lettres colorées réunissent couleurs et verbes en une vibration unique, multisensorielle, sur la même page. Si cette quête synesthésique est commune aux avant-gardes picturales et constitue l'un des chemins qui les mènent à l'abstraction, il est encore exceptionnel dans le domaine du livre. Seuls les livres lithographiés des futuristes russes et les paroles en liberté du futuriste italien Marinetti semblent s'être déjà engagés dans la voie de l'expressivité du verbe, bien qu'avec des moyens différents. Sonia Delaunay, elle, peint en couleur les plats de ses livres, transforme les poèmes en tableaux, met des poèmes dans ses affiches, c'est de 1913 que datent en effet ses premiers essais d'affiches poèmes, et met des lettres colorées sur ses reliures. Comme sur cette reliure hommage au calligramme d'Apollinaire, qui lui aussi a mis les mots en images, ou celle réalisée pour la revue Montjoie de son ami Canudo, ici à droite, sur une photographie parue dans la revue Montjoie, pour illustrer un article consacré à la reliure d'aujourd'hui. Si l'alphabet des villes, enseignes, réclame, lettres lumineuses et source d'inspiration pour Sonia Delaunay, à l'instar de ses amis poètes Sandrars et Apollinaire, la publicité est aussi un instrument de propagation de son œuvre dont elle va faire un habile usage, comme l'a montré l'exemple du transsibérien. Le Salon de Berlin, première sortie internationale de ses travaux décoratifs, fait figure de tremplin. À la même époque, les Delaunay déposent le label Atelier simultané. Sur les en-têtes de papier à lettres qu'elle imagine pour ses ateliers, ici au centre, Sonia Delaunay met en scène le nom de Delaunay comme un logo. Sur le papier, Paris, Berlin, Petrograd, New York, Londres, Tokyo, principales villes de la modernité artistique, témoignent de l'ambition monde du simultanisme à 1000 lieues de la sphère domestique où s'était d'abord cantonnée Sonia Delaunay et des plats de ses livres aimés où sa réflexion a pourtant en grande partie débuté. C'est le monde, et pas seulement les livres, qu'il convient d'habiller aux couleurs du simultanisme. Et c'est par elle-même que commence Sonia Delaunay, en composant pour son usage, puis pour celui de ses proches amis, des tenues manifestes. Parmi elles, sa célèbre robe simultanée, réalisée à l'été 1913, qu'avait précédé peut-être quelques voilettes ou chapeaux, sans que les sources permettent d'en établir la chronologie exacte. On retrouve dans cette robe la technique du patchwork, du collage, dont on a vu combien elle avait été féconde pour la maturation de l'art de Sonia Delaunay,
L'artiste portait cette robe lors de ses sorties, notamment au bal Bullier, la robe semblant formée comme une parcelle arrachée au tableau qu'elle peint dans les semaines mêmes où elle réalise cette robe. Une parcelle arrachée au tableau, comme le montre cette étude pour le bal Bullier, ici à gauche, qui pourrait aussi bien être un croquis préparatoire pour son vêtement. Elle habille de même son mari, puis ses amis de couleurs assorties, gilet et cravate pour les hommes, corsage, voilette et chapeau pour les femmes. Premier lieu de promotion du simultanisme, le salon des Delaunay, rue des Grands Augustins, où se côtoient tableaux, reliures, objets de décoration, hôtes et amis revêtus à l'unisson du nouveau langage, ce salon étend rapidement son empire à la sphère publique par le jeu des fêtes et des expositions. Sonia Delaunay se présente revêtue de sa robe simultanée au vernissage du salon berlinois. Entourée de ses créations, elle s'affiche comme partie intégrante de son univers, faisant corps avec son œuvre. Sur la robe, elle a un corps, écrira plus tard Sandras, dans un poème en hommage à la fusion de la créatrice et de sa création. Le tissu qui s'anime est comme le poème interprété en couleurs, c'est toujours un seul et unique langage qui s'exprime. Le numéro du printemps 1914 de la revue Montjoie, déjà cité, de son ami Ricciotto Canudo, est consacré aux arts décoratifs et il fait la part belle à l'œuvre récente de Sonia Delaunay. Outre la prose du transsibérien, plusieurs reliures et objets et une paire de gilets simultanés, on y voit l'artiste posé de face et de dos dans sa robe simultanée. Auparavant, au début de l'année 1914, donc comme l'indiquait Marie, Sonia Delaunay décore avec des chutes de tissu récupérées chez le tailleur de Robert les épreuves des transplantés du même Canudo. Revêtu de sa robe simultanée, l'ouvrage affiche sa connivence avec celui dont la revue offrira à Sonia une première tribune à sa conception universalisante de la couleur pure. Et depuis que j'ai découvert cette aquarelle, il me semble voir la même silhouette se dessiner sur la reliure. C'est bon? Vous m'entendez? Dans cet univers de la couleur pure, le livre, habillé aux couleurs de la poésie, n'est plus que le prolongement du corps de la lectrice, lui-même redessiné au prisme du pouvoir agissant de la lumière. De cet aperçu rapide, il ressort que les reliures de Sonia Delaunay s'intègrent de façon organique dans l'élaboration de sa vision du simultanisme en cette année 1913 qui voit poser tous les jalons de son travail futur. Bien plus, elles font office de laboratoire d'une grammaire plastique qu'elle n'aura de cesse de développer et d'affiner. La technique du collage la guide dans son étude de la géométrisation des formes, des contrastes de couleurs et par là sur la voie de l'abstraction pure. Son approche pratique, pragmatique, artisanale du simultanisme, dont la confection de reliures est un aspect, dénote l'originalité de sa démarche. D'emblée, elle refuse toute hiérarchie des arts pour embrasser tous les aspects de la vie de l'homme moderne et jusqu'à l'humain lui-même. Cette démarche totalisante, elle la développera dès les années suivantes lorsque, nécessité faisant loi, en recherche de subsides, elle s'engagera sur la voie de la production de masse, préfigurant l'esprit des mouvements art déco, Bauhaus ou de style, par exemple. Iconoclaste, elle l'est aussi par la mise en scène de son art et d'elle-même qu'elle assume très précocement. Ses sorties en robe simultanée font écho au happening de sa compatriote Goncharova, qui au même moment déambule dans les rues de Moscou grimée de maquillage rayonniste. Elles annoncent aussi les courants performatifs que seront Dada ou le surréalisme. Sa démarche se rapproche encore de l'utopie futuriste, de reconstruction futuriste de l'univers. Dès 1914, Giacomo Balla dessine des costumes futuristes destinés à promouvoir l'idéologie futuriste dans la rue. En 1915, Ardengo Soffici couvre de papier décoré de motifs orphiques sa revue L'Acerba et habille d'un collage typographique la couverture de son livre majeur Simultaneità e Chimismi Lyrici. À l'instar de ses autres avant-gardes, on ne s'étonnera pas de voir Sonia Delaunay étendre bientôt son domaine au théâtre et nouer des liens étroits avec Zara, Ilias, Crevel ou Soupeau. En outre, en pervertissant, en assujettissant à son art la notion d'ouvrage de dame, Sonia Delaunay se singularise de l'œuvre de son époux, tout en s'émancipant de sa condition de femme, et qui plus est de femme de peintre.
Elle affine son positionnement en tant qu'artiste, que femme artiste. Ces reliures, en revanche, resteront peu ou prou un apax dans sa production. Passé l'âge d'or de l'année 1913, elle n'en exécutera plus guère. Comment expliquer cet abandon ? Peut-être parce qu'elle ne maîtrisait pas cette pratique qui la rendait dépendante d'un exécutant, peut-être aussi parce que la technique du collage, comme l'a rappelé Marie, a rapidement trouvé pour elle ses limites et que, quitte à peindre, elle préférait le faire sur une toile. Peut-être encore parce que le décor de livre, intimement lié à l'émotion ressentie à la lecture et donc éminemment personnel, n'était pas reproductible et commercialisable à l'inverse d'un tissu ou d'un vêtement. Les reliures de Sonia Delaunay sont à envisager comme un élément de sa recherche plastique et poétique et non comme un travail de relieur qu'elle n'a jamais aspiré à être. Il reste pertinent de se demander néanmoins quelle place assigner à ces reliures dans la production du temps ou à défaut, quel pourrait en être l'héritage. Si l'on compare avec les reliures réalisées à la même époque, celles de Sonia Delaunay frappent par leur singularité. Elles apparaissent nouvelles, non pas parce qu'elles sont produites par une femme, car d'après les études de Jean Toulet, on en ressortirait plus d'une centaine qui, de 1890 à 1914, ont exercé la profession ou présenté leurs œuvres sous leur nom dans des expositions artistiques, même si beaucoup d'entre elles restent largement méconnues. La nouveauté des reliures de Sonia Delaunay réside dans leur facture modeste, artisanale, bricolée, très loin des impératifs de l'art de la reliure. Elles se démarquent complètement des reliures éclatantes réalisées à l'époque et apparaissent presque comme des ovnis. À titre d'exemple, nous nous sommes amusés à faire des comparaisons, des confrontations avec des reliures réalisées à la même période, vers 1913-1914. Par exemple, le travail de la mosaïque, en quelque sorte par Sonia Delaunay, sur Puissance de Paris, de Jules Romain, et puis le travail de mosaïque, la vraie mosaïque, par René Kieffer, donc relieur d'art de l'époque, qui est un disciple de Marius Michel. Est-ce que nous pouvons dire que les collages de papier de couleur peuvent s'apparenter à une espèce de variante pauvre de la mosaïque de Pau, une technique qui est traditionnelle, qui permet de créer de luxueux décors. Par exemple, sur la reliure de mosaïquée de René Kieffer, il y a au moins 3 cuirs de couleurs différentes qui sont incrustés. La grande nouveauté des reliures de Sonia Delaunay, c'est bien sûr l'utilisation du papier comme matériau décoratif, un matériau qui est jugé vulgaire en reliure. On parle de demi-reliure quand les plats sont en papier, et de plus un matériau fragile. Donc on pense bien sûr que ces reliures atypiques ont dû certainement susciter une grande perplexité chez la plupart des amateurs de reliures en 1913 devant ces bricolages, ce travail de dame. Les décors peints de Sonia Delaunay ne sont pas non plus une nouveauté à l'époque. Là, on a comparé avec un décor peint par André Marre. Mais on voit que c'est très différent, puisque chez Sonia Delaunay, c'est un décor abstrait, qui est nouveau, qui se libère de toute intention figurative, alors que André Marre, qui est pourtant considéré comme un artiste novateur, reste encore dans la figuration. Il peint sur un parchemin. Enfin, c'est plutôt une technique en fait de gravure, suivie d'une application de peinture et d'un vernissage, ce qui confère au décor l'apparence translucide de l'émail. La nouveauté réside bien sûr dans les décors créés par Sonia Delaunay qui sont très différents des décors de l'époque. Par exemple, on a comparé avec les décors d'un relieur décorateur qui monte à cette époque, Pierre Legrain. Alors là, on a comparé 2 exemplaires de Pâques de Sandrard, donc voilà le décor cubiste simultané de Sonia Delaunay, et puis la proposition par Pierre Legrain, une de ses premières reliures réalisées en 1917, où on voit que lui, au contraire de Sonia Delaunay, qui utilise des matériaux pauvres, il a choisi la feuille d'or pour décorer cette reliure qui part aussi vers l'abstraction. Mais lui, il inscrit la reliure dans le monde des arts décoratifs de luxe. La seule femme qui serait peut-être la plus proche de Sonia Delaunay dans sa liberté de création, dans sa volonté d'entreprendre une œuvre en dehors de tous les courants décoratifs et artistiques de l'époque, c'est peut-être Louise Denise Germain,
qui est aussi accusée de faire des ouvrages de dames, puisqu'elle a commencé à faire des articles de maroquinerie avant de réaliser des reliures. Là, on a trouvé cette reliure intéressante parce qu'elle utilise ce veau qu'elle a poli, qu'elle a patiné, et sur ce veau, elle a incrusté des agrafes d'argent et d'or sur les bords pour créer finalement une composition géométrique. Et c'est une technique qu'elle utilisait pour les articles de maroquinerie. Donc on voit que Louise Denis Germain récusait aussi délibérément les techniques décoratives habituelles des relieurs contemporains. Nous avons essayé également de voir si les décors de Sonia Delaunay ont inspiré des relieurs, si le style des décors de Sonia Delaunay a été repris, adapté plus ou moins fidèlement au XXe siècle. Et notamment, on s'est intéressé aux fameux décors simultanés, cubistes. Et là, on a trouvé deux exemples assez frappants de reliures assez tardives. Une de Rose Edler de 1955 sur l'envers du décor de Colette, et puis une autre de René Haas de 1972 sur Cirque de Fernand Léger. Là, on voit que c'est un décor cubiste simultané en quelque sorte, repris par René Haas, pour créer ce décor irradiant qui évoque la piste et les gradins du cirque par ses formes circulaires concentriques, mosaïquées de boxe, avec les couleurs utilisées aussi par Sonia Delaunay. Alors, nous avons aussi essayé de voir si des relieurs utilisaient les papiers sur les plats de la reliure, les papiers qu'on utilise comme un matériau vulgaire pour la reliure. Alors, on n'a pas trouvé beaucoup d'exemples, hein, c'est pas très utilisé par les relieurs. On peut citer quand même les reliures de papier de Micheline de Belfroy, qui fut pendant 20 ans à la tête de l'atelier de la reliure de l'école de la Cambre à Bruxelles et qui a mis au point en 1957 le chrome-coat, qui est une nouvelle technique de papier décoré. C'est un papier ultra brillant à l'aspect émaillé. Et on a trouvé un autre exemple que je vous présente ici, c'est une reliure de papier chrome-coat peint à la main par Liliane Gérard, qui est une élève de Micheline de Belfroy, et on a trouvé que cette reliure, qui date de 1968, était intéressante parce qu'il y avait ce décor de formes géométriques qui pouvait rappeler vaguement les décors de papier découpés de Sonia Delaunay. Voilà. Donc en conclusion, de notre point de vue, quelle qu'ait pu être son influence, Sonia Delaunay n'a pas cherché à marquer l'histoire de la reliure ou à s'y inscrire. Si son esthétique simultaniste s'y exprimait, comme avant elle le style Art Nouveau ou plus tard le style Art Déco, son intention n'était pas de faire école, mais de renouer par la matière avec la spontanéité du geste créatif en cette année charnière, l'année 1913, qui pose les principes de son œuvre future. Voilà. Nous vous remercions pour votre attention.